Un gendarme raciste a aspergé de gaz poivré des jumelles noires. Quelques jours plus tard, leur père a fait fermer toute la brigade. Le cri a déchiré le calme de la rue des Lilas comme un éclat de verre. Ce n'était pas le genre de son auquel les gens s'attendaient à Villeneuve-sur-Lot, en Occitanie, une petite ville de campagne tranquille où les marronniers se penchaient en arche au-dessus des trottoirs et où les voisins se saluaient depuis leur pelouse fraîchement tondue. Mais cet après-midi-là, tout a basculé. Manon et Chloé Dubois, des jumelles de 12 ans aux tresses identiques et au même sac à dos jaune, rentraient chez elles du collège Jacques Prévert. Elles riaient, se disputant pour savoir quel dessin était le plus réussi, leurs chaussures frappant le pavé en rythme. L'air de fin de printemps était lourd du parfum du chèvrefeuille et du bourdonnement lointain des tondeuses à gazon. C'est alors que le véhicule de gendarmerie a ralenti à leur hauteur. L'agent Nicolas Leroy a baissé sa vitre. Sa voix était tranchante, sèche, pleine d'une autorité qui ne prenait pas la peine de s'expliquer. « Et, vous deux, arrêtez-vous là. » Les filles se sont figées, échangeant des regards rapides et nerveux. Chloé a serré la main de Manon. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» a demandé Manon, sa voix fluette mais stable. Leroy est sorti, ses bottes heurtant lourdement le trottoir. « Vous correspondez au signalement de 2 suspects. Vol dans une boutique de la rue des Halles. On sort juste du collège, a dit Chloé en sortant sa carte d'étudiant de son sac. On n'a rien fait. Les mains où je peux les voir, a aboyé Leroy. Son ton est passé de la procédure à la menace en quelques secondes. Les jumelles, effrayées, ont levé leurs mains tremblantes. Une voiture qui passait a ralenti. Une femme à l'intérieur a baissé sa vitre à mi-hauteur, les yeux écarquillés, le téléphone levé. Elle a commencé à filmer. Manon a essayé de parler à nouveau. « Monsieur, on n'a rien fait. » C'est à ce moment-là que Leroy a porté la main à sa ceinture. Le clic métallique de la bombe lacrymogène a résonné plus fort que le vent. Un sifflement, un nuage, une tempête brûlante a envahi l'air. Manon a crié la première. Ses petites mains se sont plaquées sur son visage. Ses yeux se sont fermés hermétiquement tandis qu'un feu lui griffait la peau. Chloé a titubé, toussant, cherchant de l'air. L'odeur de produits chimiques s'est mêlée à la panique et à la peur. « Arrêtez de résister !» a hurlé Leroy. Mais il n'y avait pas de résistance, seulement de la douleur. Des voisins sont sortis sur leur perron. Certains criaient, d'autres restaient figés. Un homme en tenue de jogging a crié « Eh, ce sont des enfants !» Leroy n'a pas levé les yeux. Sa voix était froide. « Reculez, monsieur. Je maîtrise la situation. » Manon est tombée à genoux, son sac à dos s'ouvrant en tombant, des crayons s'éparpillant comme des éclats d'obus sur le béton. Chloé a essayé d'aider sa sœur, mais a été saisie par le bras, retournée et poussée vers la voiture de patrouille. « S'il vous plaît, laissez-nous partir. » A-t-elle pleuré, sa voix étouffée par les sanglots. Au bout de la rue, Sandrine Dubois a vu l'agitation. Elle venait de descendre du bus après son service à l'hôpital, encore en blouse, l'épuisement pesant sur son visage. Lorsqu'elle a reconnu les sacs à dos jaunes, son corps a bougé avant que son esprit ne puisse l'assimiler. Elle a couru. « Ce sont mes filles. Laissez-les partir. » Sa voix a percé la foule, mais Leroy ne s'est pas retourné. Il était trop occupé à forcer les filles à monter à l'arrière de sa voiture, la mâchoire serrée dans une tension vertueuse. Sandrine a attrapé la poignée de la portière, mais un autre gendarme, plus jeune et incertain, s'est interposé. « Madame, s'il vous plaît. »« Elles ont 12 ans, a-t-elle crié. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Madame, calmez-vous. Calmez-vous. » Sa voix s'est brisée. « Vous faites du mal à mes enfants. » Le jeune gendarme a hésité. Sa main tremblait près de son étui, ne sachant pas quel était le bon geste. Sa formation disait « Obéissez aux ordres ». Sa conscience disait « Arrêtez ». Leroy s'est retourné, les yeux brillants. « Éloignez-la d'ici. » Le jeune agent a attrapé Sandrine par le bras alors qu'elle tentait de le bousculer. « Ne me touchez pas !» a-t-elle hurlé, mais le mouvement l'a fait trébucher. Son genou a heurté durement l'asphalte. Elle a eu le souffle coupé, la douleur irradiant dans sa jambe. Leroy n'a pas regardé en arrière. La voix de Manon a percé le chaos et le tumulte. « Maman! Maman!
Ce cri a tout réduit au silence pendant un instant. Même les téléphones qui filmaient ont cessé de bouger. Mais le silence en France n'est jamais vide. Il est rempli du poids de l'incrédulité. Sandrine a rampé, tendant la main vers ses filles alors que la portière de la voiture de patrouille claquait. Le son du métal se verrouillant était plus fort que n'importe quelle sirène. Le roi a ajusté son col, a jeté un coup d'œil à la foule. Reculez, tout le monde. La scène est sous contrôle. Sous contrôle. 2 enfants pleurant à l'arrière d'une voiture. Une mère à genoux. Une rue pleine de témoins qui ne savaient pas s'il fallait crier ou se taire. Un homme de l'autre côté de la rue a marmonné, quelle honte. Il ne s'est pas approché. Lorsque le véhicule s'est éloigné, le cri de Sandrine l'a suivi dans la rue jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Elle s'est effondrée sur le trottoir. Le jeune gendarme planait à proximité, pâle, murmurant « Je n'ai pas signé pour ça ». Quelqu'un a appelé le 17, non pas pour les enfants, mais pour la mère qui s'était évanouie. La vidéo a fait son apparition sur Internet en moins d'1 heure. Le titre disait « Un gendarme de Villeneuve-sur-Lot gaze des jumelles qui rentraient chez elle ». Les commentaires ont afflué. Certains défendaient l'agent. D'autres exigeaient son insigne. La plupart ne posaient qu'une seule question. Comment cela peut-il encore arriver? Au coucher du soleil, le clip avait été partagé 15 000 fois. À la tombée de la nuit, l'arme de jumelles était en tendance nationale. Dans une petite chambre d'hôpital, Sandrine était assise droite dans son lit, les yeux rouges, son téléphone vibrant sans cesse de messages. Ses mains tremblaient en regardant la vidéo, ses filles aveuglées et toussant, leur petit corps s'effondrant sous le poids d'un système qui ne les avait jamais vus comme des enfants. L'infirmière a essayé d'éteindre l'écran. « Vous ne devriez pas revoir ça, madame. » Sandrine a murmuré, « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» Pendant ce temps, l'agent Leroy était assis seul dans son véhicule devant la brigade, respirant fort, la mâchoire crispée. L'adrénaline était retombée, ne laissant que le ronronnement silencieux du moteur et une tache sur sa conscience qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Sa radio a crépité. « Bien joué, Leroy. » Intervention rapide. Il n'a pas répondu. De l'autre côté de la ville, dans un appartement cossu à Paris, un homme regardait la même vidéo. Il ne s'y est pas. Il s'appelait Stéphane Dubois. Ses yeux, calmes mais dangereux, reflétaient la lumière vacillante de l'écran. Il a zoomé sur l'image jusqu'à ce que le monde devienne flou, à l'exception des 2 petits visages pressés contre la vitre de la voiture. C'étaient ses filles. Il a posé le téléphone, sa mâchoire se crispant. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, doucement, presque pour lui-même, il a murmuré, « Ils ont fait une erreur. » Dehors, le tonnerre grondait au loin, un orage rampant vers Villeneuve-sur-Lot. Dans la rue des Lilas, les trottoirs étaient de nouveau propres. Aucune trace du chaos ne subsistait, à l'exception d'un seul crayon cassé en 2, gisant près du trottoir, une preuve en plastique que personne n'avait pensé à ramasser. Le lendemain matin, la ville se réveillerait sous l'indignation, les débats, les présentateurs de journaux disséquant les motifs et les procédures. Mais pour l'instant, dans le calme de cette nuit, la seule question qui comptait restait en suspens, sans réponse. Quand la justice devient aveugle à la couleur, qui verra les enfants? À Paris, la ville pulsait comme une machine vivante. Ses immeubles de verre reflétaient le pouvoir et l'apparence. Ses couloirs de marbre sentaient l'ambition et le compromis. Dans l'un de ces couloirs se trouvait Stéphane Dubois, un homme qui connaissait trop bien les deux. Il n'était pas un homme politique, bien qu'il se déplaçât parmi eux comme tel. Il n'était plus gendarme, bien que chaque responsable des forces de l'ordre de la ville ait autrefois connu son nom. Officiellement, Stéphane était répertorié comme consultant pour le groupe de travail interministériel sur la responsabilité des forces de l'ordre du ministère de la Justice, un titre vague qui lui permettait de marcher sur la fine ligne entre la surveillance et l'exil. Pour ceux qui avaient travaillé à ses côtés, Stéphane était l'homme qui posait trop de questions, qui ne savait pas quand se taire. Des années auparavant, il avait été l'un des plus jeunes enquêteurs de la division des droits civiques du ministère de la Justice. Il avait passé sa carrière à auditer les brigades de gendarmerie, à documenter des schémas de mauvaise conduite que la plupart des gens prétendaient ne pas voir, jusqu'à la nuit où son meilleur ami, un autre enquêteur nommé David Cole, a été retrouvé mort dans un centre de détention départemental. Ils ont dit que c'était un suicide. Stéphane savait que c'était faux. Il avait vu les ecchymoses,
les fractures qui ne correspondaient pas à l'histoire. Mais quand il a insisté pour une enquête indépendante, la réponse a été le silence, puis l'isolement. Son insigne a été discrètement réaffecté. Son bureau s'est vidé. Le message était clair. Changez le système de l'intérieur et le système vous recrachera. C'était il y a 5 ans. Maintenant, Stéphane travaillait hors réseau, aidant des projets de réforme fédéraux sous statut classifié. Pas de médias, pas de politique, juste des réunions de stratégie silencieuses et des appels cryptés avec des gens qui croyaient encore en la justice même quand elle ne croyait pas en eux. Cet après-midi-là, son bureau était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des néons et du tapotement rythmé de son stylo contre un rapport intitulé « Proposition de réforme sur l'usage de la force, projet interne ». Il examinait les statistiques des caméras piétons d'un poste de gendarmerie pilote en Bretagne lorsque son téléphone a commencé à vibrer. 3 appels manqués de Sandrine, puis un d'un numéro inconnu, puis un autre. Il les a d'abord ignorés. Sandrine l'appelait rarement pendant les heures de travail, sauf si c'était important. Mais il était habitué aux urgences, aux robinets cassés, aux bus manqués, au chaos ordinaire de la parentalité à distance. Il a soupiré et a appuyé sur lecture d'un message vocal. « Stéphane, appelle-moi, s'il te plaît. C'est à propos des filles. » Le stylo a cessé de bouger. Il a composé immédiatement. Pas de réponse. Il a réessayé. Directement sur la messagerie vocale. Puis un texto est apparu sur son écran, envoyé par un de ses anciens collègues du ministère. « Tu vois ça ? La gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot fait le buzz. Regarde la vidéo. » Stéphane a froncé les sourcils et a ouvert le lien. L'écran s'est rempli d'images tremblantes de la rue des Lilas. Un véhicule de gendarmerie. 2 petites silhouettes en jaune. Le cri. Le gaz. Pendant un instant, il n'a pas respiré. Sa main a agrippé le bord du bureau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. L'image est devenue floue à cause du tremblement de ses propres mains. Puis il l'a vu. Le bracelet. Une fine bande tissée de fils rouges et turquoise. Il l'avait nouée autour du poignet de Chloé 2 mois plus tôt après qu'elle lui ait demandé pourquoi il ne portait plus son alliance. Celui-ci, c'est notre genre de promesse, avait-il dit. Il ne se décolore pas, ne se casse pas facilement. Maintenant, il était là, dans la vidéo, capté par la lumière du soleil alors qu'elle levait les mains pour protéger son visage. Il s'est reculé de son bureau, renversant un pot de stylo. Pendant une seconde, la pièce a basculé. Puis sa formation est revenue. Froide, précise, procédurale. Il a fermé son ordinateur portable, a attrapé sa veste et est sorti du bâtiment sans un mot. Le gardien de sécurité à l'entrée a hoché la tête, habitué à le voir partir en silence. Dehors, l'air était lourd, le ciel bas au-dessus de la ville. La voiture de Stéphane était garée à 2 rues de là, une berline noire de fonction. Il est monté, a démarré le moteur et a fixé son reflet dans le rétroviseur. Il n'était pas seulement un père en ce moment. Il était un homme qui avait passé des années à étudier comment le système couvrait ses traces, comment il effaçait ses erreurs, comment il réduisait au silence ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il connaissait les procédures qui se déroulaient déjà. L'agent invoquerait une cause probable. La brigade publierait une brève déclaration. Quelqu'un à la communication dirait « Nous enquêtons ». Et le matin, l'histoire serait déformée, adoucie, enterrée sous des titres qui utiliseraient des mots comme « incident » au lieu des « agression ». Mais pas cette fois. Il a pris l'autoroute en direction de Villeneuve-sur-Lot, son esprit parcourant les étapes comme une mission. Il savait quelle base de données interne consulter, quels contrats syndicaux protégeaient les agents de la responsabilité, quelles failles leur permettaient d'effacer les preuves après 48 heures. Et il savait exactement comment briser chacune d'entre elles. À mi-chemin, son téléphone a de nouveau sonné. L'identification de l'appelant indiquait « Capitaine Moreau, gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot ». Le pouls de Stéphane s'est accéléré. Il a accepté l'appel. « Monsieur Dubois ?» a dit une voix étrange. « Capitaine » a répondu Stéphane d'un ton égal. « Où sont mes filles ?» Une pause. « Elles sont à l'hôpital Sainte-Marie. Nous avons organisé une surveillance médicale. Elles sont stables. » Stable ? A répété Stéphane, son ton plat. Après avoir été gazé dans une rue publique.
Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié, mais... Contrarié? La voix de Stéphane s'est durcie. Non, capitaine, je suis informé. C'est pire. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. J'arrive dans 40 minutes, a dit Stéphane et il a raccroché. Quand il est arrivé à Villeneuve-sur-Lot, les rues semblaient les mêmes que d'habitude, ordonnées, polies, intactes, le genre d'endroit où les gens pensaient que des choses comme ça n'arrivaient pas. Il s'est garé devant l'hôpital, montrant une ancienne carte du ministère de la Justice au gardien qui hésitait à la grille. À l'intérieur, il a trouvé Sandrine assise au chevet du lit, tenant la main de Chloé. Les visages des filles étaient marbrés de rougeur, les yeux gonflés, la peau encore brillante de la crème de traitement. Manon dormait, mais même dans son sommeil, son corps sursautait à chaque son. Sandrine a levé les yeux. Ils disent que c'était une erreur. La gorge de Stéphane s'est serrée. L'erreur de qui? Ils ont dit que l'agent pensait. Je sais ce qu'ils ont dit. Il a baissé les yeux sur ses filles. Je sais aussi ce qu'ils ont fait. Il a écarté une mèche de cheveux du front de Chloé. Ses doigts se sont crispés autour des siens. Quand elle a finalement ouvert les yeux, ils étaient vitreux mais alertes. Papa. Je suis là, a-t-il murmuré. Je ne pars pas. L'infirmière est entrée, un presse-papier à la main. Monsieur, je dois confirmer quelques informations pour le dossier. Stéphane s'est tourné vers elle. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin, mais pas ce soir. Quand elle est partie, Sandrine a dit doucement, tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu immédiatement. Son regard s'est attardé sur les perfusions, sur l'odeur d'antiseptique et de peur. Puis il a dit, presque pour lui-même, ils pensent que je suis juste un autre parent en colère. Ils ne savent pas qui je suis. Peut-être que c'est une bonne chose, a murmuré Sandrine. Stéphane l'a regardé. Non, c'est ce qui les a protégés pendant tout ce temps. L'ignorance. Mais maintenant, c'est mon tour. Il se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller au-delà de la vitre. Le reflet dans la vitre ne montrait pas seulement un père, mais un homme qui avait passé des années à documenter l'injustice pour les enfants des autres. Ce soir, cette distance avait disparu. Il a pris son téléphone et a composé un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Valérie Leclerc. Une voix a répondu. Valérie, c'est Stéphane. Une pause. Mon Dieu, Stéphane. Ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'une faveur, a-t-il dit. Et j'en ai besoin rapidement. Dis-moi. Il a regardé le lit d'hôpital, les deux petites silhouettes endormies sous la lueur des machines. Je rentre à la maison, a-t-il dit. Et j'amène le système avec moi. La pièce était trop froide pour des enfants. Elle sentait légèrement l'eau de Javel et le café rassis, le genre d'air qui avalait les voix. Des néons clignotaient au-dessus de deux petites chaises faisant face à une table en métal. Sur le mur du fond, une caméra clignotait en rouge, un seul œil impassible qui enregistrait tout mais ne voyait rien. Manon Dubois était assise sur l'une de ses chaises, ses pieds touchant à peine le sol. Ses yeux étaient gonflés, sa peau marbrée par la brûlure du gaz poivré. Un gobelet en papier rempli d'eau était posé, intact, devant elle. Elle voulait le boire, mais chaque fois qu'elle tendait la main, ses mains tremblaient. Dans la pièce voisine, à travers un mur mince et une autre lumière vacillante, sa sœur jumelle Chloé toussait. Le son venait par vagues, rauques, saccadé, désespéré. Chaque toux tirait sur la poitrine de Manon comme un fil. Elle ne pouvait pas voir sa sœur, mais elle pouvait compter les secondes entre chaque respiration. Un grand gendarme se tenait près de la porte, les bras croisés. Son badge indiquait Henderson. Ce n'était pas lui qui les avait gazés, mais il portait le même genre de certitude dans sa posture, la conviction que l'ordre importait plus que la raison. « Tu sais pourquoi tu es là ?» a-t-il demandé. Manon a secoué lentement la tête. Sa voix était un murmure quand elle a répondu. On rentrait à la maison. Henderson a soupiré comme si elle avait dit quelque chose de stupide. On a eu un signalement. 2 suspects, jeunes, noirs, portant du jaune. Elle a baissé les yeux sur son sweat à capuche. Jaune, la même couleur qui, selon son père, lui donnait un air de soleil. Mais on n'a rien volé, a-t-elle murmuré.
Le gendarme s'est penché en avant. Alors tu n'as rien à craindre. Manon n'a pas répondu. Les mots de son père résonnaient dans sa tête. Calme mais tranchant. Si jamais on t'arrête sans raison, ne te bats pas. Ne cours pas. Ne pleure pas si tu peux t'en empêcher. Souviens-toi juste que ton silence a un pouvoir qu'ils ne comprendront jamais. Elle a fixé la lumière rouge clignotante. La caméra était censée la protéger, mais des caméras avaient déjà été là, observant d'autres personnes qui n'étaient jamais rentrées chez elle. « Je peux voir ma sœur » a-t-elle demandé. Henderson n'a pas levé les yeux de son presse-papier. Pas encore. Elle tousse. Elle ira bien. La toux est revenue, plus forte cette fois. Au bout du couloir, Léa Girard était assise derrière une batterie de moniteurs dans le petit bureau de sécurité. Elle avait 23 ans, stagiaire de l'université de la Sorbonne, étudiante en droit pénal. C'était sa 3e semaine à la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot, et elle commençait à apprendre les règles tacites. Ne pas questionner les supérieurs. Ne pas s'impliquer. Et ne pas regarder trop longtemps ce qui vous met mal à l'aise. Mais elle ne pouvait plus détourner le regard. Sur un moniteur, elle voyait Manon, assise, petite et silencieuse, des larmes séchant sur ses joues. Sur un autre, elle voyait Chloé se serrant la poitrine, le visage rouge, un ambulancier nulle part en vue. 2 pièces, 2 petites chaises, 2 enfants terrifiés. Léa sentit son estomac se nouer. Elle se tourna vers le bureau de son superviseur, mais il était vide. Ils étaient tous dans la salle de pause, riant, le son se propageant faiblement à travers les murs minces. Elle a attrapé son téléphone, a hésité, puis a ouvert l'application d'enregistrement et l'a pointé vers les écrans. « Ce n'est pas normal », s'est-elle murmurée. « Ça ne peut pas être normal. » De retour dans la salle d'interrogatoire, Manon fixait le gobelet d'eau. Sa gorge brûlait. Elle voulait demander quand elle pourrait rentrer chez elle, mais elle savait que la réponse n'aurait pas d'importance. Puis la porte s'est ouverte et l'agent Nicolas Leroy est entré. Il avait l'air différent sans ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient petits, vifs, agités. Il a jeté un dossier sur la table et s'est assis en face d'elle. « Tu es Manon. » Elle a hoché la tête. « Ta sœur est à côté, » a-t-il dit. « Tu veux me dire ce que vous faisiez près de la boutique ?» On rentrait à la maison. Il a eu un sourire narquois. « Tu t'attends à ce que je croie ça ?» Elle n'a pas levé les yeux. « C'est la vérité. Tu sais, les gens mentent tout le temps quand ils ont peur. Je ne mens pas. » Son calme le déstabilisa. Il s'est adossé à sa chaise. « Tu te crois maligne, hein? Tu penses que rester silencieuse te rend innocente ?» Elle n'a pas répondu. « Regarde-moi quand je te parle. » Elle l'a fait. Et à ce moment-là, le roi a vu quelque chose qui l'a pris au dépourvu. Pas de la défiance, pas de la peur, mais de la compréhension, comme si elle avait déjà rencontré des hommes comme lui, même si elle ne connaissait pas leur nom. Il s'est levé brusquement. « Très bien. Reste assise là jusqu'à ce que tu sois prête à dire la vérité. » En partant, la porte a claqué. Manon a sursauté, puis a joint les paumes de ses mains et a murmuré la seule chose à laquelle elle pouvait penser. « Papa, viens nous chercher. » Dans la pièce voisine, la quinte de toux de Chloé s'est aggravée. Elle a essayé de parler, mais sa gorge s'est nouée. Un jeune gendarme a regardé par la fenêtre, puis a ri. « On dirait qu'elle retient la leçon », a-t-il dit à un autre collègue qui passait. Ils ont tous les deux ricané et ont continué leur chemin. Léa regardait depuis les moniteurs, les mains tremblantes. Elle a tendu la main vers l'interphone, puis s'est arrêtée. Elle n'avait pas l'autorisation. Elle n'avait pas de pouvoir. Mais elle avait des preuves. Elle a copié le flux vidéo sur une clé USB, l'a glissé dans son sac et a murmuré une promesse silencieuse. Pas cette fois. Dehors, la nuit s'approfondissait. Les lampadaires de Villeneuve-sur-Lot brillaient d'une lueur ambrée, baignant les murs de briques de la brigade d'un faux calme. Puis, à travers les portes vitrées de l'entrée, une ombre est apparue. Un homme en costume sombre, grand, les épaules larges, s'est pas délibéré. Le gendarme de l'accueil a levé les yeux, surpris. « Je peux vous aider, monsieur ?» L'homme a mis la main dans la poche de sa veste. Un instant, le gendarme s'est raidi, jusqu'à ce qu'il voie ce que l'homme sortait.
pas une arme, mais un portefeuille d'identité. Il ne l'a pas ouvert. Il n'en avait pas besoin. Je suis ici pour mes filles, a dit Stéphane Dubois calmement. Le gendarme a cligné des yeux. Et vous êtes ? Le regard de Stéphane était calme, stable, le genre de calme qui rend les gens nerveux. Un père, a-t-il dit, et vous allez me conduire à elle. Quelque chose dans son ton ne laissait aucune place à la discussion. Le gendarme n'a hésité qu'un instant avant de décrocher le téléphone. Au bout du couloir, le moniteur de Léa a vacillé alors que le flux changeait. Elle a vu l'homme debout à l'accueil, sa posture rigide, sa mâchoire serrée. Elle ne savait pas encore qui il était, mais elle sentit l'air de la pièce changer. Une tempête approchait, pas bruyante, mais délibérée, le genre qui ne prévient pas avant de frapper. Et dans la salle d'interrogatoire, Manon a levé la tête au son de pas qui approchaient, régulier et fort. Pour la première fois depuis la rue des Lilas, elle s'est permis de croire que peut-être, juste peut-être, le silence était sur le point de prendre fin. La gendarmerie de l'avenue de Villeneuve-sur-Lot avait le genre de silence qui ne vient qu'après le chaos. Un silence assez lourd pour faire chuchoter les gens, même quand ils n'en avaient pas besoin. Stéphane Dubois se tenait au milieu du hall d'entrée, son costume encore froissé par le trajet, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur les doubles portes au fond du couloir. Derrière ces portes se trouvaient ses filles, Manon et Chloé. L'agent Nicolas Leroy était assis en face du capitaine Philippe Moreau dans la salle de conférence. Son visage était rouge, ses mains étroitement jointes. Il avait déjà raconté l'histoire 3 fois, et chaque version était devenue plus courte, plus propre, plus sûre. Elle correspondait au signalement, a répété Leroy. 2 mineurs, noirs, portant des sweats à capuche jaune. Nous avons reçu un appel pour un vol à l'épicerie du coin. Quand je me suis approché, elles sont devenues agitées. Moreau a haussé un sourcil. Et alors ? Elles ont résisté. L'une a mis la main dans sa poche. J'ai suivi la procédure. La procédure ? A répété lentement Moreau, s'adossant à sa chaise. Vous avez utilisé du gaz poivré sur 2 filles de 12 ans, Leroy. Il a intérêt à y avoir autre chose que des devoirs dans cette poche. Leroy a dégluti. J'ai agi par instinct. Il n'y avait pas de temps pour hésiter. Moreau a expiré et s'est frotté la tempe. D'accord, pour l'instant, je soutiens votre rapport. Mais écoutez-moi. Ça ne quitte pas cette pièce tant que nous ne sommes pas sûrs de ce à quoi nous avons affaire. Compris ? Leroy a hoché la tête rapidement, un soulagement fugace traversant son visage. Dehors, Stéphane attendait, les muscles de sa mâchoire se contractant comme pour l'empêcher de trop parler. Le gendarme de l'accueil, un jeune homme à peine sorti de l'école, s'est approché nerveusement. Monsieur Dubois, le capitaine Moreau va vous recevoir maintenant. Stéphane l'a suivi dans le couloir. Les murs étaient tapissés de plaques, de médailles, de félicitations, de photos de gendarmes souriant serrant la main de mère. Chaque symbole d'honneur dans ces cadres semblait être une accusation. Quand Stéphane est entré dans la pièce, Moreau s'est levé avec un sourire de politicien. Monsieur Dubois, je suis le capitaine Philippe Moreau. Je comprends que cette soirée a été difficile. Stéphane n'a pas pris la main tendue. Où sont mes filles ? Elles sont en sécurité à l'hôpital pour évaluation. Elles étaient en sécurité avant que votre agent ne les attaque, a dit Stéphane, son ton égal mais froid. Le sourire de Moreau a vacillé. Il y a eu un malentendu. L'agent Leroy répondait à un appel pour un volet. Stéphane l'a interrompu. Il a gazé 2 enfants non armés dans une rue publique. Ne m'insultez pas avec un malentendu. Le visage de Moreau s'est durci. Monsieur Dubois, je comprends que vous soyez contrarié, mais j'ai besoin que vous fassiez confiance au processus. Nous suivons la procédure du département. La procédure ? A répété doucement Stéphane, ses yeux se plissant. C'est comme ça que vous l'appelez quand le système oublie son humanité. Pendant un instant, aucun des 2 hommes n'a parlé. Puis Stéphane a dit, j'aimerais voir le rapport d'arrestation. Moreau a cligné des yeux. Pardon ? Le rapport, les images de la caméra piéton et les documents de détention. Mes filles sont mineures. Je veux voir le procès-verbal de leur garde à vue. Moreau a hésité, puis a fait un geste à un sergent près de la porte. Allez chercher le dossier de l'affaire Dubois. Le sergent est parti,
revenant quelques minutes plus tard avec un dossier vide. Moreau l'a ouvert, a froncé les sourcils et a levé les yeux. Il semble que la paperasse n'ait pas encore été traitée. Stéphane s'est penché en avant. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune trace de leur arrestation? Il est possible que l'agent ne l'ait pas encore déposée. Nous recueillons encore des détails. Vous me dites que 2 enfants ont été placés en garde à vue sans qu'un seul formulaire ne soit rempli? La voix de Stéphane est tombée à un calme dangereux. Vous avez déjà enfreint la procédure fédérale pour les mineurs, capitaine. Vous comprenez ça? Moreau s'est redressé. Monsieur Dubois, vous n'êtes pas dans un tribunal. Ne transformons pas ça en procès. Oh, mais si, je le suis, a dit Stéphane tranquillement. Chaque fois que quelqu'un comme le roi fait ce qu'il a fait et sentir, tout cet endroit devient un tribunal. Vous ne réalisez simplement pas que c'est vous qui êtes jugé. Le sergent s'est agité, mal à l'aise. Moreau s'est levé, les paumes à plat sur la table. C'en est assez, monsieur Dubois. Vous n'aidez pas votre cause. Ma cause? Stéphane a laissé échapper un rire doux et sans humour. Vous pensez encore que ça me concerne? Moreau s'est dirigé vers la porte. L'agent Leroy a déjà soumis sa déclaration. Il affirme que les filles étaient agressives, qu'elles ont mis les mains dans leurs poches. Il a craint pour sa sécurité. Stéphane l'a dévisagé. Vous croyez ça? Moreau n'a pas répondu directement. Nous allons enquêter. Je vous le promets. Stéphane a pris une lente respiration. J'ai entendu ce mot toute ma carrière, capitaine. Enquêter. C'est ce que les gens disent quand ils veulent dire retarder. C'est ce que vous dites quand vous espérez que l'histoire mourra avant que la vérité n'éclate. L'expression de Moreau a vacillé. Cette réunion est terminée. Quand Stéphane est sorti dans le couloir, 2 gendarmes attendaient. Monsieur, nous allons vous demander de sortir pendant que nous gérons les affaires internes, a dit l'un d'eux poliment, bien que son langage corporel ne soit pas une demande. Stéphane a regardé par-dessus la porte fermée où il pouvait encore entendre la voix étouffée de Moreau à travers la vitre. Il n'a rien dit, a seulement hoché la tête une fois et s'est détourné. Alors qu'il descendait le couloir, un léger clic a retenti derrière lui. À l'intérieur du bureau de sécurité, un agent d'âge moyen s'est penché sur un panneau et a actionné un interrupteur. Les lumières rouges d'enregistrement des caméras du couloir se sont éteintes une par une. Léa Girard a regardé depuis son bureau. Son cœur a commencé à s'emballer. « Qu'est-ce que vous faites ?» a-t-elle demandé. « Contrôle de maintenance », a dit l'homme. « Coupure temporaire. » Ordre d'en haut. La main de Léa s'est crispée sur son téléphone. Quelque chose dans ses tripes lui disait que ce n'était pas de la maintenance. Elle a attendu qu'il quitte la pièce, puis a ouvert son email et a joint les fichiers vidéo qu'elle avait sauvegardés plus tôt. Elle a tapé une nouvelle adresse, anonyme, cryptée. Stéphane.dubois@protonmail.com. Sujet, pour vos yeux seulement. Message, vous devez voir ce qui s'est réellement passé. Ne les laissez pas enterrer ça. Elle a cliqué sur envoyer. Pendant ce temps, Stéphane était assis dans sa voiture devant la brigade, les lumières du tableau de bord peignant son visage en bleu pâle. Son téléphone a vibré avec l'email entrant. Pas de nom, pas de sujet au-delà de « pour vos yeux seulement ». Il a hésité, puis l'a ouvert. Un lien de téléchargement est apparu. La vidéo a commencé à jouer. L'écran s'est rempli d'images tremblantes. Le trottoir de la rue des Lilas, la voiture de patrouille, les jumelles. Au moment où le gaz les a frappés, le souffle de Stéphane s'est coupé. Le cri de Manon a tranché l'intérieur silencieux de la voiture comme une lame. Il a regardé chaque seconde, la confusion, la force, la cruauté enveloppée dans la procédure. À la fin, ses mains tremblaient. Il a appuyé sur pause. Dehors, la pluie avait commencé, légère d'abord, puis régulière. Elle tambourinait contre le pare-brise comme le tic-tac d'une horloge. Stéphane s'est essuyé le visage, surpris de le trouver humide, non pas de pluie, mais des larmes qu'il n'avait pas réalisé avoir versées. Quand il a parlé, sa voix était de nouveau stable, contrôlée, la même voix qui avait autrefois fait taire les procureurs fédéraux lors des dépositions. « Je n'ai pas besoin de justice pour moi-même », a-t-il murmuré, fixant la dernière image figée de ses filles sur l'écran. « J'ai besoin de la vérité pour tout ce que ce système a oublié. »
Il a regardé la brigade, ses lumières brillant faiblement à travers la pluie. À l'intérieur de ces murs, des hommes comme le roi et Moreau portaient leur autorité comme une armure. Mais Stéphane avait vu ce que l'armure cachait. La peur, la culpabilité et la croyance désespérée que le pouvoir pouvait les protéger des conséquences. Il a glissé le téléphone dans sa poche et a démarré le moteur. Les essuie-glaces ont balayé la vitre, dégageant sa vue du bâtiment. Pendant des années, Stéphane avait travaillé à réformer le système de l'intérieur. Ce soir, debout dans le noir devant la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot, il a réalisé quelque chose de brutal et de clair. Pour changer un système qui se cache derrière des masques, il faut d'abord arracher les masques. La vidéo a été mise en ligne à 7h14 un mardi matin tranquille. Pas de communiqué de presse, pas de titre, pas de manipulation. Juste une seule publication d'une avocate des droits civiques vérifiés nommée Valérie Leclerc, avec la légende « 2 filles de 12 ans ». Pas d'armes, pas d'avertissement, juste la peur. Le clip ne durait que 92 secondes, mais à la fin, le monde n'était plus silencieux. Il commençait par le son d'une sirène et l'image de 2 filles en sweat à capuche jaune marchant le long de la rue des Lilas. Puis venait le cri « Ne bougez pas », suivi de l'explosion de gaz poivré. La caméra tremblait alors qu'une foule criait en arrière-plan. Le cri de Manon, aigu et brisé, perçait le bruit de fond. Le clip s'estompait au noir. En 30 minutes, il avait plus de 2 millions de vues. À midi, toutes les grandes chaînes en France le rediffusaient. BFM TV a parlé d'une « tragédie en cours ». LCI a posé la « question de la conscience ». France Info a titré « Un gendarme se défend sur fond de tension raciale ». Justice pour les jumelles a inondé toutes les plateformes. Des gens de Marseille à Lille exigeaient des réponses. Des parents postaient des photos de leurs propres enfants portant des sweats à capuche jaune, les taguant avec la légende « Ça aurait pu être les miens ». Stéphane n'a pas parlé à la presse ce matin-là. Il n'en avait pas besoin. La vérité se déplaçait déjà plus vite que n'importe quelle déclaration officielle. La vidéo venait de lui, par l'intermédiaire de Valérie Leclerc, une femme à qui il faisait confiance plus qu'avec des preuves. Elle avait été sa partenaire au ministère de la Justice, la seule qui n'était pas partie quand il avait commencé à dénoncer des fautes qui le touchaient de trop près. Quand Stéphane lui a envoyé le fichier la veille, il n'a écrit que 5 mots, diffuse-le quand ils mentiront. Elle a répondu 2 heures plus tard, ils l'ont déjà fait. À l'aube, elle l'a mis en ligne sur son compte vérifié avec le numéro de référence du dossier qui correspondait à la base de données de la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. À 10h47, la première camionnette de presse est arrivée devant la gendarmerie. À midi, il y avait 10 caméras, des microphones, des pancartes de protestation, des drones planant au-dessus du bâtiment. Les gendarmes à l'intérieur ont essayé de rester calmes, mais la panique rampait à travers les murs comme de la fumée. Le capitaine Philippe Moreau a ordonné la fermeture de l'entrée principale et le maintien de la presse derrière des barrières. Mais les journalistes continuaient d'affluer, agitant des questions à travers les interstices. « Capitaine, est-il vrai que les enfants ont été détenus sans tuteur ? L'agent Leroy a-t-il déposé son rapport avant ou après l'arrestation ? Les images ont-elles été falsifiées ? » À l'intérieur, Leroy était assis dans une petite salle de conférence entourée d'avocats, le visage pâle et tendu. La télévision sur le mur montrait les mêmes images en boucle, le gaz, les cris, la foule. Son avocat s'est penché, murmurant avec urgence, « Vous devez prendre les devants. Parlez publiquement. Donnez votre version. » Le roi a dégluti difficilement. « Ils vont déformer tout ce que je dirai. » « Ils le déforment déjà, » a dit l'avocat. « Soit vous contrôlez l'histoire, soit vous devenez l'histoire. » En milieu d'après-midi, le roi est apparu sur une chaîne d'information locale, assis raidement en face d'un journaliste en costume bleu marine. Les lumières étaient vives. Les questions étaient plus acérées. « Agent Leroy, » a commencé le journaliste. « Avez-vous gazé 2 mineurs non armés ?» La mâchoire de Leroy s'est crispée. Ce que les gens voient en ligne est un court clip sorti de son contexte. Ces filles étaient agressives. Elles ont refusé d'obéir et ont mis les mains dans leurs poches. J'ai agi en légitime défense. Étaient-elles armées ? Il y avait un signalement de vol. Étaient-elles armées, agent ? Il a hésité. Pas que j'ai pu le confirmer. Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Le soir,
son interview était devenue le nouveau moment viral. Internet a décortiqué chaque mot, chaque geste, chaque pose. Un extrait où il disait qu'elles avaient l'air dangereuses a été rejoué des millions de fois avec des légendes comme « dangereuses ». Elles avaient 12 ans. Et puis, juste au moment où la gendarmerie pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, une nouvelle voix est entrée dans la tempête. À 18h23, une jeune femme est montée sur les marches du palais de justice, les mains tremblantes mais le menton levé. Léa Girard. Elle a fait face à la foule de caméras et de microphones sans avocat, sans note. « Je m'appelle Léa Girard », a-t-elle commencé. « J'étais stagiaire à la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. J'étais là cette nuit-là. J'ai vu ce qui s'est passé. » Un murmure a parcouru la foule. Léa a pris une profonde inspiration. Cette vidéo est réelle. Les images originales viennent de l'intérieur de la brigade. Et oui, les caméras de sécurité interne ont été éteintes cette même nuit sur ordre d'un supérieur. Les flashs ont explosé autour d'elle. Les questions ont fusé. Avez-vous des preuves? Qui a donné l'ordre? Avez-vous peur des représailles? Léa a levé son téléphone. Tout est là. Les journaux système, les horodatages, les enregistrements. Et non, je n'ai pas peur parce que ces filles n'avaient pas le choix. Moi, si. Dans sa voiture, garée à quelques rues de là, Stéphane regardait la retransmission en direct sur son téléphone. Son reflet vacillait sur l'écran alors que la voix de Léa résonnait, stable, à travers le bruit. Pour la première fois depuis des jours, sa mâchoire s'est détendue. Sandrine était assise à côté de lui, encore pâle d'épuisement. « Elle est courageuse », a-t-elle dit doucement. Stéphane a hoché la tête. C'est à ça que ressemble le courage avant qu'il ne soit sans danger. Un coup à la fenêtre les a fait sursauter tous les deux. C'était Valérie. Elle s'est penchée, le visage tiré mais déterminé. Ils appellent à une conférence de presse à la mairie. « Tu devrais dire quelque chose, Stéphane. » Il a hésité. « Je n'avais pas prévu de le faire. »« Tu n'as pas à faire un discours, » a-t-elle dit. « Tu dois juste leur rappeler de quoi il s'agit vraiment. » Une heure plus tard, les marches de la mairie de Villeneuve-sur-Lot étaient inondées de journalistes, de militants, de parents, d'étudiants, tous attendant. Stéphane s'est avancé vers le podium, son costume sombre trempé aux épaules par la bruine qui avait commencé à tomber. Les appareils photos ont cliqueté en rafales rapides. Le murmure s'est tu. Il n'avait pas de notes. Il n'en avait pas besoin. On m'a demandé si je voulais la justice, a-t-il commencé. Sa voix était calme, égale, traversant le bruit comme une ligne nette à travers du verre. Mais la justice n'est pas une phrase choc. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas ce qui se passe après que les caméras s'éteignent. Il a regardé la foule, les dizaines de visages, certains en colère, certains pleins d'espoir, d'autres simplement fatigués. « Je n'ai pas besoin de justice pour moi, » a-t-il dit. Ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons tous besoin, c'est la vérité. La vérité pour ceux qui ne rentrent jamais chez eux. La vérité pour les familles qui obtiennent le silence au lieu de réponse. La vérité pour ceux qui sont oubliés jusqu'à ce que quelqu'un enregistre leur douleur. Un silence est tombé. Même la pluie semblait s'arrêter. Il s'est légèrement penché vers les microphones. La justice n'a pas besoin de crier, a-t-il dit doucement. Elle a juste besoin d'être entendue. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis les applaudissements ont commencé. Lents, puis croissants, puis imparables. Les journalistes ont crié des questions, mais Stéphane s'éloignait déjà, son visage illisible, ses épaules droites. Derrière lui, Valérie s'est avancée et a commencé à lire une liste de revendications, suspension des agents impliqués, publication de toutes les images internes et une enquête fédérale indépendante. De l'autre côté de la rue, le roi regardait depuis la fenêtre d'une voiture de patrouille, la pluie brouillant l'image de l'homme à qui il avait fait du tort. Son reflet semblait plus vieux, plus petit, rien à voir avec l'insigne qu'il portait autrefois comme une armure. Et quelque part dans un petit appartement en périphérie, Léa était assise seule sur son canapé, faisant défiler son téléphone. Sa boîte de réception se remplissait de menaces, mais aussi de messages de remerciements de mères, d'étudiants et d'étrangers qui la voyaient non pas comme une lanceuse d'alerte, mais comme une bouée de sauvetage. À minuit, la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot était entourée de manifestants tenant des bougies et des pancartes.
voyez-nous, entendez-nous, protégez-nous. Et dans une chambre d'hôpital, sous le doux bourdonnement des machines, Manon et Chloé dormaient enfin. Leur mère était assise à côté d'elle, des larmes séchant sur son visage, tandis qu'à l'extérieur de la fenêtre, le monde dans lequel elles étaient nées commençait enfin à écouter. La première fissure n'a pas ressemblé au tonnerre. C'était plus silencieux, comme le craquement d'un vieux plancher sous trop de poids. 3 jours après la diffusion de la vidéo, le ministère de la Justice a annoncé une enquête officielle sur la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. Il ne s'agissait plus seulement du gazage de 2 petites filles. Il s'agissait de chaque rapport, chaque plainte, chaque dossier qui avait été tranquillement enterré sous la bureaucratie et le silence bleu. Les titres ont envahi les ondes avant l'aube. La surveillance fédérale cible les fautes de la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. L'agent Leroy sous enquête fédérale. À l'intérieur de la brigade, la panique avait commencé à s'installer là où l'arrogance avait autrefois vécu. Les gendarmes chuchotaient dans les coins, regardant par-dessus leurs épaules comme si la vérité elle-même pouvait écouter. Le capitaine Philippe Moreau se tenait au milieu de la salle de briefing, son visage un masque de sang-froid qu'il ne ressentait pas. « Nous restons calmes », a-t-il dit, sa voix tranchante. « Nous suivons le protocole. Nous coopérons. Et nous la fermons. Pas de déclaration sans autorisation. Compris ? » Quelques têtes ont hoché. D'autres non. De l'autre côté de la pièce, Leroy était assis à la table, fixant son téléphone. Son avocat lui avait dit de ne parler à personne, mais le silence n'arrêtait pas les regards. La façon dont les yeux de ses collègues glissaient maintenant sur lui, comme si son uniforme était radioactif. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, a marmonné un gendarme à voix basse. Ouais, mais ça n'a pas été le cas. C'était lui, a répondu un autre. Moreau l'a entendu. Il a claqué un dossier sur la table. Assez. J'ai dit que nous sommes unis. Mais l'unité avait déjà disparu. Le système avait commencé à se dévorer lui-même. Plus tard cet après-midi-là, Moreau était assis dans son bureau avec les stores baissés, parlant à son adjoint d'une voix trop basse pour les microphones du couloir. S'il avait été n'importe qui d'autre, ça se serait calmé maintenant. Mais Dubois. Il a fait une pause, se frottant les tempes. Il en sait trop. Ce n'est pas un parent en colère. C'est un putain d'architecte des mêmes lois que nous contournons. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? A demandé l'adjoint. La voix de Moreau est tombée à un murmure. On attend que ça passe. Laissons Leroy prendre. Une fois que la pression sera retombée, on nettoiera le reste discrètement. Mais il a sous-estimé Stéphane Dubois. Stéphane n'attendait pas que le système se nettoie de lui-même. Il le disséquait. Depuis un petit espace de travail dans son sous-sol, le même endroit où ses filles faisaient leurs devoirs, il était assis, entouré de dossiers, de notes et d'un ordinateur portable exécutant des lignes de communication cryptées. Sur les murs étaient épinglés des documents, des impressions de plaintes civiles, des mémos caviardés, de vieux registres d'arrestation qui ne correspondaient pas à la base de données officielle de la brigade. Chaque nuit, quand la maison était silencieuse et que les jumelles dormaient, il suivait les miettes de pain. Il a commencé par le dossier de l'agent Leroy. En quelques heures, il a trouvé des incohérences, des numéros de dossiers manquants, des dates caviardées, des rapports signés par le capitaine Moreau qui faisaient référence à des allégations non fondées. Mais un cas a attiré son attention. Une plainte déposée 3 ans plus tôt par une femme nommée Christine Roux. Le rapport disait « usage de la force rejetée ». Le sujet a résisté à l'arrestation. Aucune preuve jointe. Aucun suivi. Stéphane l'a retrouvée. Christine vivait dans un immeuble usé près des limites de la ville. Quand Stéphane a frappé, elle a ouvert la porte lentement, la suspicion obscurcissant ses yeux fatigués. « Je ne suis pas un journaliste », a-t-il dit. « Je suis un père. Mes filles Manon et Chloé. Elles ont été attaquées par l'agent Leroy. » Son expression a changé. Ce nom. Stéphane a hoché la tête. Vous l'avez déjà entendu. Elle s'est écartée pour le laisser entrer. L'appartement était petit, soigné, avec une photo délavée d'un jeune garçon sur le mur, souriant, une dent de devant en moins, tenant un ballon de basket. « Mon fils Hugo », a-t-elle dit doucement. Il avait 10 ans. « Que s'est-il passé » a demandé Stéphane. Christine s'est affaissée sur le canapé,
les mains jointes. Ils ont dit qu'il avait résisté. Qu'il avait couru quand ils lui ont dit de s'arrêter. Mais il n'a pas couru. Il s'est figé. Le roi l'a plaqué au sol. Il l'a jeté si fort que son bras s'est cassé en deux. Sa voix s'est brisée. Ils ont dit que c'était le protocole. Stéphane a senti un poids froid dans sa poitrine. Avez-vous déposé une plainte? Elle a hoché la tête. Oui. Une semaine plus tard, un homme est venu à ma porte. Le capitaine Moreau. Il a dit qu'il y avait eu une enquête interne. Que c'était un malentendu. Puis il m'a demandé si je voulais garder mon quartier calme. Ses yeux brillaient. J'ai arrêté de me battre après ça. Je pensais que ça ne servirait à rien. Stéphane s'est penché en avant. Ça sert à quelque chose maintenant. Christine l'a regardé, hésitante. Pourquoi? Parce que vos enfants ont été blessés? Non, a-t-il dit en secouant la tête. Parce que les miennes ont survécu, et cela signifie que j'ai une voix. Je vais l'utiliser pour chaque enfant qui n'en a pas eu. Elle l'a étudié pendant un long moment, puis a attrapé son sac à main. Elle en a sorti une vieille clé USB. C'est ce que je ne leur ai pas donné. Les images de sécurité du magasin. C'était trop flou pour la presse, mais vous verrez la vérité. Il a attrapé mon bébé comme si c'était un criminel. Stéphane l'a prise doucement. Merci. De retour dans sa voiture, il a branché la clé sur son ordinateur portable. Les images granuleuses montraient une petite silhouette en t-shirt rouge, Hugo, marchant le long d'un trottoir. Le roi est apparu dans le cadre quelques secondes plus tard. Il n'y a eu ni poursuite, ni menace, juste un plaquage, brutal et rapide. Stéphane a fixé l'écran jusqu'à ce que son reflet se brouille dedans. À l'aube, il avait tout compilé. Horodatage, rapport modifié, plainte supprimée. Chaque fil menait au même homme, le capitaine Philippe Moreau. Pendant ce temps, les enquêteurs du ministère de la Justice ont commencé leur descente. Des citations à comparaître sont arrivées. Des ordinateurs ont été saisis. Des gendarmes ont été interrogés à huis clos. La presse a divulgué des bribes, des mémos internes suggérant un schéma de laxisme disciplinaire. La devise de la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot, pour la patrie, l'honneur et le droit, a recommencé à faire le tour des réseaux, mais maintenant comme une question, pas une déclaration. À l'intérieur de la brigade, les gendarmes se divisaient en factions. Certains défendaient le roi, le qualifiant de bon flic pris dans la tempête. D'autres chuchotaient sur son tempérament, ses raccourcis, sa consommation d'alcool. Une recrue a marmonné, tu couvres le mauvais type assez longtemps, et l'insigne commence à se salir. Le lendemain, Stéphane a rencontré Valérie dans un café en face du palais de justice. Elle a glissé un dossier sur la table. Il craque, Stéphane. Les emails de Moreau montrent qu'il a approuvé au moins 4 dissimulations liées à le roi. Ce n'est qu'une question de temps. Stéphane a ouvert le dossier, parcourant les documents, ses doigts s'immobilisant sur une ligne. Un message interne de Moreau à son adjoint contenait le récit. L'ancienne position du père au ministère le rend dangereux. Il a expiré lentement. Ils savent qui je suis maintenant. Valérie a esquissé un sourire ironique. Bien. Qu'ils sachent exactement à qui ils ont affaire. Ce soir-là, Stéphane est rentré chez lui pour trouver Manon et Chloé qui l'attendaient dans le salon. Elles regardaient les informations. Des extraits de manifestations, de veillées aux chandelles, de gens scandant leur nom. Papa, a dit Manon doucement. Ils disent que d'autres enfants racontent leurs histoires grâce à nous. Chloé a ajouté, l'une d'elles a dit qu'elle n'a plus peur. Stéphane s'est assis entre elles, passant un bras autour de chaque épaule. Vous leur avez donné la permission d'arrêter d'être silencieuses. Manon a levé les yeux. Mais qu'en est-il des gens qui le sont encore? Stéphane a regardé l'écran de télévision, les visages dans la foule, des étrangers liés par la douleur et le courage. Alors on continue de parler, a-t-il dit, jusqu'à ce que le silence n'ait plus nulle part où se cacher. Dehors, la ville pulsait de bruit et de mouvement, mais à l'intérieur de cette maison, un père et ses filles étaient assis dans un calme plus fort que n'importe quelle tempête, un calme qui signifiait que le changement avait déjà commencé. Et loin de l'autre côté de la ville, dans son bureau à la brigade, le capitaine Moreau s'est versé un verre les mains tremblantes, fixant le titre sur son écran d'ordinateur.
des agents fédéraux arrivent à Villeneuve-sur-Lot. L'enquête sur la corruption interne s'élargit. Il a murmuré dans le noir. Que Dieu nous vienne en aide. Le masque est en train de tomber. La salle d'audience sentait le café froid et la tension. Chaque siège était occupé. Journalistes, citoyens, gendarmes en civil assis raidement à l'arrière, leurs uniformes froissés, leurs yeux méfiants. L'air vibrait de l'électricité qui précède un orage. Nicolas Leroy était assis à la table des témoins dans son uniforme bleu repassé, insigne poli, cravate parfaitement nouée. Ses mains étaient stables, mais la légère crispation de sa mâchoire le trahissait. En face de lui se trouvait Stéphane Dubois. Pas d'uniforme, pas de titre, pas d'insigne. Juste un père en costume sombre, le poids de 2 filles et le regard d'un pays derrière lui. L'audience disciplinaire publique était retransmise en direct. Toutes les chaînes locales s'étaient branchées, chaque lumière rouge de caméra brillant comme une accusation. La voix d'un greffier a résonné dans la salle. Agent Leroy, veuillez décrire les événements du 12 mars avec vos propres mots. Leroy a ajusté sa cravate et s'est penché vers le microphone. J'ai répondu à un vol présumé à la petite épicerie de la rue des Halles. Le signalement correspondait à 2 individus portant des sweats à capuche jaune. À mon approche, elles sont devenues agitées et non coopératives. J'ai utilisé un moyen de dissuasion standard pour assurer la sécurité de l'agent. Ces mots étaient nets, mécaniques, mémorisés. L'avocate de Stéphane, Valérie Leclerc, s'est levée. Moyen de dissuasion standard? Vous voulez dire du gaz poivré, n'est-ce pas? Oui, madame. Sur 2 mineurs non armés. La mâchoire de Leroy s'est tendue. Je ne connaissais pas leur âge à ce moment-là. Alors vous avez supposé. J'ai suivi ma formation. Valérie a incliné la tête. Une formation qui vous dit d'utiliser la force chimique avant de vérifier la menace. Leroy a hésité. Les caméras l'ont capté. Depuis le premier rang, le capitaine Philippe Moreau a senti des perles de sueur se former sur sa tempe. Il avait passé les dernières 48 heures à essayer de supprimer des emails internes, de dérouter les journaux système, n'importe quoi pour protéger la brigade. Mais l'équipe cyber de la police judiciaire avait déjà retracé ses tentatives. Ils appelaient ça de la falsification numérique. Il appelait ça de la survie. Maintenant, alors que Leroy se tortillait sous les questions, Moreau sentait les murs se refermer sur lui. Valérie a fait un signe de tête à Stéphane. « Monsieur Dubois, vous pouvez procéder. » Stéphane s'est levé lentement. La salle s'est calmée. Sa voix était calme, délibérée, le même ton qu'il utilisait pour déconstruire un mensonge dans un tribunal. « Agent Leroy, a-t-il commencé. S'il n'y avait pas eu de vidéo, auriez-vous admis ce que vous avez fait? » Les lèvres de Leroy se sont courbées en quelque chose entre un sourire narquois et un mécanisme de défense. S'il n'y avait pas eu de vidéo, a-t-il dit, personne n'aurait eu besoin de le faire. Stéphane a fait un pas de plus. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les yeux de Leroy ont balayé les caméras, puis sont revenus sur Stéphane. Vous voulez de l'honnêteté? Très bien. J'ai fait ce que n'importe quel gendarme aurait fait à ma place. J'ai pris une décision en une fraction de seconde en fonction de la situation. Je n'avais pas besoin d'une caméra pour me dire ce qui était juste. L'expression de Stéphane n'a pas changé. Et qu'en est-il de ce qui était mal? Le sourire narquois de Leroy a vacillé. Valérie est intervenue doucement. Veuillez répondre à la question, agent. Leroy s'est penché dans le microphone. Personne n'a besoin d'une vidéo pour savoir qui croire. Pendant une seconde, la pièce s'est figée. Puis le murmure a commencé. Bas, grandissant, ondulant à travers l'audience comme un courant électrique. La phrase serait rediffusée sur toutes les chaînes le soir même. Personne n'a besoin d'une vidéo pour savoir qui croire. Sur Twitter, c'est devenu un cri de ralliement pour les 2 camps. Ceux qui défendaient l'insigne et ceux qui exigeaient des comptes. Mais le contexte n'a pas sauvé Leroy. Ces mots avaient fait ce que des mois d'enquête n'avaient pas pu faire. Ils ont dépouillé l'uniforme de son illusion de certitude. Dehors, des manifestants s'étaient rassemblés, tenant des pancartes qui disaient « La justice ne porte pas d'insigne » et « Personne au-dessus de la loi ». À l'intérieur, Stéphane a gardé son regard fixé sur Leroy. « Vous avez raison », a-t-il dit tranquillement.
Nous n'avons pas besoin d'une vidéo pour savoir qui croire. Nous avons juste besoin de commencer à croire les gens que vous n'écoutez pas. L'audience a éclaté en applaudissements, résonnant contre les murs de marbre. Le juge a appelé à l'ordre, mais cela n'avait pas d'importance. Le moment avait déjà frappé, net, inébranlable. Cette nuit-là, les mots de Leroy ont tourné en boucle sur toutes les grandes chaînes d'information. Les commentateurs ont parlé de « la confession du privilège », de « l'arrogance de l'insigne », de « la fissure entendue à travers le système ». Pour la première fois, Leroy n'était pas seulement un gendarme sous enquête. Il était un symbole de tout ce que la brigade voulait cacher. À la maison, Manon et Chloé étaient assises par terre dans leur salon, des carnets de croquis ouverts. Elles ne disaient pas grand-chose. Elles n'en avaient pas besoin. Chacune a dessiné la même image. Deux filles debout sur un trottoir, les visages flous, l'ombre d'un gendarme se profilant derrière elles. Manon a ombré le coin où le gaz jaillissait de la bombe. Chloé a dessiné la traînée de larmes. Quand elles ont eu fini, le papier était lourd de traits de crayon et de mémoire. Manon l'a regardé pendant un long moment. « Je déteste cette image », a-t-elle murmuré. Chloé a hoché la tête. « Moi aussi. » Puis, sans un autre mot, elle a déchiré la page en deux. Le son était faible, mais il a transpercé le silence. « Je ne veux pas que ce soit un souvenir, » a dit Chloé, sa voix stable. « Je veux que ce soit une preuve. » Leur mère, Sandrine, se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant en silence. Elle voulait pleurer, mais à la place, elle a traversé la pièce et les a serrés contre elle. « Alors nous nous assurons que ça en soit une, » a-t-elle dit doucement. De l'autre côté de la ville, Leroy était assis seul dans son appartement, la télévision vacillant devant lui. Le même clip passait en boucle, ses propres mots, chaque répétition plus lourde, plus forte, plus accablante. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des appels de son avocat, des textos de collègues, aucun offrant de réconfort. Il a éteint la télévision, mais le silence était pire. Pour la première fois de sa carrière, l'uniforme qui lui donnait autrefois un sentiment d'invincibilité lui semblait maintenant être une cible. Et dans un autre bureau, le capitaine Moreau fixait un email de la police judiciaire intitulé « Notification de citation à comparaître ». Sa main tremblait en attrapant son verre de whisky. Le liquide ambré tremblait, ondulant contre le bord. Quand le pouvoir commence à craindre la lumière, l'uniforme tremble en premier. Cette nuit-là, Stéphane était assis dehors sur le porche, regardant ses filles par la fenêtre. Il pouvait les voir rire à nouveau, faiblement, leurs épaules plus légères, leurs dessins disparus. Pour la première fois, il s'est permis d'expirer. Le système n'était pas encore brisé, mais il saignait. Et une fois que la vérité commence à saigner, elle ne s'arrête jamais. Tout a commencé par une fuite. À 6h42, un email a atterri dans les boîtes de réception de plusieurs journalistes. Ligne d'objet, rapport interne, résumé des fautes de la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. Pas d'expéditeur, pas d'adresse IP traçable, mais le contenu était indéniable. Le rapport détaillait 5 incidents distincts impliquant des mineurs noirs, chacun tranquillement enterré par le capitaine Philippe Moreau. Le schéma était sans équivoque. Des enfants accusés d'infractions mineures. Un usage excessif de la force justifié par la non-coopération. Des plaintes classées en 24 heures. Les signatures en bas étaient toujours les mêmes. Approuvé pour clôture. CNE Moreau. À midi, l'histoire était partout. Le capitaine Moreau a couvert des années d'abus sur enfants par des gendarmes de Villeneuve-sur-Lot. De nouvelles preuves fédérales suggèrent un schéma de faute raciste. Devant le siège de la gendarmerie, les manifestants se sont rassemblés par vagues. Les pancartes disaient « Justice pour les jumelles », plus de dossiers classés, la vérité n'a pas de chaîne de commandement. À l'intérieur, la brigade a convoqué une audience interne d'urgence, mais cela ne semblait plus être une affaire interne. C'était un règlement de compte. La salle était comble. Journalistes, avocats, militants et familles des enfants dont les noms avaient été cachés dans ces dossiers classés. Stéphane Dubois était assis au deuxième rang à côté de Valérie Leclerc, son visage impénétrable. Au premier rang, Manon et Chloé étaient assises tranquillement, les mains entrelacées, observant la salle qui avait autrefois rejeté leur douleur se fissurer maintenant sous son propre poids. Le capitaine Moreau est entré, semblant plus petit que quiconque ne l'avait jamais vu. Son uniforme,
autrefois impeccable et autoritaire, semblait flotter sur lui comme une armure empruntée. Il a pris sa place à la table centrale. Les appareils photo ont cliqueté. Un panel de responsables du ministère de la Justice était assis en face de lui. L'enquêtrice principale a ajusté ses lunettes. « Capitaine Moreau, confirmez-vous que ces cas ?» Elle a tapoté la pile de papier devant elle. « Points ont été examinés et signés sous votre supervision ?» La voix de Moreau était faible. « J'ai fait ce que le protocole exigeait. Nous manquions de preuves suffisantes pour poursuivre. » 5 fois a demandé l'enquêtrice. 5 enfants, tous noirs, tous sous votre commandement. Moreau a hésité. Des coïncidences se produisent. Du fond de la salle, quelqu'un a marmonné, pas autant. L'enquêtrice a continué. Nos expertises numériques ont confirmé que ces cas ont été délibérément classés en 24 heures. Pas d'examen externe, pas de notification parentale. Vous voulez bien expliquer ça? Moreau s'est redressé, essayant de retrouver l'ancienne autorité dans sa voix. Vous n'avez aucune idée de la difficulté de ce travail. Chaque jour, nous faisons face à des menaces, prenons des décisions sous pression. Tout n'est pas propre sur le papier, mais... Il a dégluti. Point mais j'ai protégé ma brigade. Les mots ont atterri comme une confession. Léa Girard a été appelée ensuite. Quand elle s'est dirigée vers la barre des témoins, il y a eu un bref murmure dans l'assistance. Elle n'était plus la stagiaire silencieuse dans l'ombre. Elle se tenait droite, posée, tenant un petit dossier de mets imprimés. « Mademoiselle Girard, a dit l'enquêtrice, vous avez précédemment soumis des preuves indiquant que ces rapports ont été intentionnellement traités en accéléré. Pouvez-vous expliquer au conseil ce que vous avez trouvé ?» Léa a hoché la tête. Chaque fois qu'une plainte impliquant un mineur arrivait, le capitaine Moreau se connectait personnellement et la reclassifiait comme résolue. J'ai vérifié les horodatages. Chaque dossier était marqué comme classé en 24 heures. Pas de notes d'entretien, pas d'image de caméra piéton téléchargée, pas de dossier disciplinaire joint. Vous a-t-on demandé d'ignorer cela? Oui, directement. Par qui? Léa a regardé Moreau. Par lui. La salle est devenue silencieuse. La mâchoire de Moreau s'est crispée. C'est une stagiaire. Elle n'a aucune idée de comment fonctionne le système. Léa n'a pas bronché. Peut-être, mais je sais ce que la justice n'est pas. Des applaudissements ont éclaté depuis les rangs arrière. Le juge a appelé à l'ordre, mais l'énergie avait changé. Pour la première fois, l'uniforme n'imposait pas le silence. Il invitait à l'examen. L'enquêtrice a glissé un email imprimé sur la table vers Moreau. C'est votre message de 2020 à l'agent Leroy. Classe-le. C'est juste un gamin. On n'a pas besoin d'un autre titre. Dénoncez-vous l'avoir écrit? Le visage de Moreau a perdu toute couleur. C'était sorti de son contexte. Contexte, a-t-elle répété, son ton comme de l'acier. Capitaine, vous ne protégiez pas votre brigade. Vous protégiez votre pouvoir. La foule a éclaté. Des cris, des applaudissements, des pleurs de colère et de justification se mêlant en un son électrique. Le panel a délibéré brièvement. Puis l'enquêtrice principale s'est levée. Avec effet immédiat, le capitaine Philippe Moreau est relevé de ses fonctions en attendant des poursuites pénales pour obstruction à la justice, falsification de documents et faute professionnelle. La salle a explosé en applaudissements. Certains se sont levés en scandant « Justice pour les jumelles ». Encore et encore, le son a réverbéré à travers la salle de marbre, sur les murs, dans les caméras, retransmis en direct. Moreau a laissé tomber sa tête dans ses mains. Il ne ressemblait pas à un leader, mais à un homme regardant son monde s'effondrer, sous des vérités qu'il avait construites pour durer éternellement. Léa a expiré, ses mains tremblant légèrement. Stéphane a croisé son regard de l'autre côté de la salle et a fait un petit signe de tête, non pas de triomphe, mais de gratitude. Les applaudissements ont continué, mais Stéphane ne s'est pas levé, n'a pas applaudi. Il a regardé le premier rang où ses filles étaient assises, se tenant la main, leur visage doux mais sérieux. Elles ne célébraient pas. Elles témoignaient. Il s'est penché vers elle et a dit doucement, « Vous savez ce que ça signifie ?» Chloé a levé les yeux. « Qu'il est parti ?» Stéphane a secoué doucement la tête.
que la vérité ne s'arrête pas avec un seul homme. Elle commence quand on arrête de la fuir. Manon a posé sa tête contre son bras. Alors on ne s'arrête pas maintenant? Non, a dit Stéphane. La justice ne gagne pas parce que nous sommes forts. Elle gagne parce que nous n'arrêtons pas de nous montrer. Du couloir extérieur, les journalistes criaient des questions, les flashs éclatant comme de petites explosions. Mais à l'intérieur de cette salle, le bruit s'est estompé en quelque chose de plus profond, une compréhension collective que ce qui avait été brisé ne pourrait jamais être réparé. Alors que Moreau était escorté, son insigne cliquetant contre la table, le chant s'est élevé une fois de plus. Justice pour les jumelles. Le son l'a suivi tout le long du couloir. Stéphane a fermé les yeux un bref instant, laissant le poids de tout cela s'installer, le poids de la douleur, de la persistance, et de quelque chose d'autre en dessous. L'espoir. La gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot, autrefois une forteresse d'ordre et de silence, se tenait vide sous la pâle lumière du matin. L'emblème qui avait fièrement trôné au-dessus de l'entrée, un aigle tenant un bouclier, avait disparu, remplacé par des échafaudages et du ruban jaune. Un nouveau panneau avait été placé sur les marches de l'entrée par la mairie, fermé temporairement pour réforme. Pour la première fois dans l'histoire de la ville, toute la brigade était en cours de reconstruction de l'intérieur, non pas rebaptisée, non pas restructurée, mais renaissante. À l'intérieur, l'air sentait la peinture et la poussière de papier. Les bureaux avaient été vidés, les anciens dossiers classés, mis en boîte et scellés pour un audit fédéral. Les murs qui portaient autrefois des plaques de félicitations affichaient maintenant des plans pour des politiques de transparence et des initiatives de surveillance communautaire. Mais Stéphane Dubois n'était pas là pour le voir. Il se tenait à l'extérieur du bâtiment qui avait autrefois pris ses filles et donné au monde une excuse. Ses mains étaient dans ses poches, ses yeux traçant la façade, comme pour mémoriser à quoi ressemblait l'échec avant qu'il ne devienne quelque chose de meilleur. Une berline noire s'est arrêtée derrière lui. La portière s'est ouverte et Valérie Leclerc en est sortie, un dossier à la main. « Ils te veulent » a-t-elle dit simplement. Le maire, le gouverneur, le ministère de la Justice, tout le monde est d'accord pour dire que le comité de réforme a besoin d'une voix comme la tienne. Stéphane l'a regardé, un faible sourire fatigué touchant ses lèvres. Une voix comme la mienne a construit cet endroit une fois. C'est pourquoi il a besoin de toi pour le réparer. Il a secoué la tête. Non. Ils n'ont pas besoin de moi à l'intérieur du système. Ils doivent apprendre à écouter à l'extérieur. Valérie a froncé les sourcils. Stéphane, c'est une chance de changer les choses pour de vrai. Il s'est tourné vers elle. Je pensais ça aussi, avant. Mais le système ne change pas parce que quelqu'un avec un titre lui dit de le faire. Il change quand les gens sans titre arrêtent d'attendre la permission. Elle l'a étudié un instant, puis a hoché lentement la tête. Alors, que vas-tu faire? Il a regardé le bâtiment. Observer, enseigner, les tenir responsables. La prochaine fois que quelqu'un dira procédure, je veux que ça signifie quelque chose d'humain. De l'autre côté de la ville, la maison des Dubois était de nouveau vivante. Le rythme doux de la vie, le rire de Manon résonnant dans le couloir, le cliquetis du crayon de Chloé sur le papier, Sandrine fredonnant dans la cuisine, remplissaient les espaces où le chagrin avait autrefois vécu. C'était lundi matin et les jumelles se préparaient pour leur premier jour de retour au collège. Manon a noué ses baskets pendant que Chloé ajustait la sangle de son sac à dos. Elles semblaient toutes les deux plus âgées, pas en années, mais dans la manière tranquille dont elles se tenaient, comme si elles avaient vu quelque chose que les adultes passent des décennies à prétendre ne pas voir. Quand elles sont arrivées au collège, quelque chose d'inattendu les attendait. Sur le mur près de la cour de récréation, une nouvelle fresque avait été peinte par les élèves et les professeurs. Elle montrait des dizaines de visages, de toutes les nuances et sourires différents, formant une seule image d'unité. En haut, en grosses lettres blanches, étaient inscrits les mots « Voyez-nous d'abord ». Manon s'est arrêtée et a regardé. Chloé a tendu la main, effleurant la peinture, encore légèrement humide au soleil. « Vous aimez ?» a demandé leur professeur doucement derrière elle. Chloé s'est retournée, sa voix petite mais certaine. « Ce n'est pas juste pour nous, n'est-ce pas ?» Le professeur a souri. « Non, c'est pour tous ceux qui se sont sentis invisibles. » Au centre-ville, Léa Girard était assise dans son nouveau bureau, un petit espace lumineux au sein de la nouvelle commission de surveillance de la justice des mineurs.
Sur son bureau se trouvait une seule photo encadrée des jumelles tirée d'un article de journal intitulé « Les filles qui ont fait écouter une ville ». Elle s'est adossée à sa chaise en expirant. Le travail à venir était lourd. Nouvelles normes de formation, système d'examen des plaintes civiles, audit de transparence. Mais c'était le genre de poids qu'elle avait choisi. Un coup à sa porte l'a tiré de ses pensées. C'était un jeune stagiaire tenant une pile de papier. « Madame, les nouveaux résumés de cas que vous avez demandés. » Léa a souri. « Je les prends. »« Merci. » Et, a-t-elle ajouté alors que le stagiaire se tournait pour partir. Ne laissez jamais personne vous dire que le silence est plus sûr. La jeune fille a hoché la tête, les yeux grands ouverts, comme si elle comprenait. Et quelque part loin de toutes les caméras et applaudissements, dans un centre de réinsertion de Chartres, Nicolas Leroy se regardait dans un miroir. Son uniforme avait disparu, remplacé par une combinaison grise. Ses cheveux avaient repoussé de manière inégale, et ses mains, autrefois stables et sûres, tremblaient légèrement alors qu'il se lavait le visage. Il a levé les yeux vers son reflet. Pendant un long moment, il n'a pas reconnu l'homme qui le regardait. Les lignes sous ses yeux, le regard vide, ce n'étaient pas les marques de la punition. C'était ce que la vérité laissait derrière elle quand le déni finissait par se fissurer. La voix d'un conseiller est venue de derrière lui. « Monsieur Leroy, la session de groupe commence dans 10 minutes. » Il a hoché la tête sans se retourner. « J'y serai. » Mais il n'a pas bougé. Il a juste regardé. Le reflet n'a pas scié. Dans une autre vie, ce visage appartenait à un homme qui croyait qu'un signe signifiait le contrôle. Maintenant, il appartenait à quelqu'un qui apprenait que le pouvoir sans conscience n'est que de la peur portant une armure. Il a appuyé sa paume contre le verre, le froid s'infiltrant dans sa peau. Le gardien qui attendait près de la porte semblait mal à l'aise. « Ça va, Leroy ?» Leroy n'a pas répondu. Il a juste murmuré au miroir, « Qui protégeais-tu » De retour à Villeneuve-sur-Lot, la ville recommençait à respirer. De nouveaux gendarmes étaient formés par un groupe de travail dirigé par des civils, des éducateurs et des travailleurs sociaux. L'ancien slogan, « Pour la patrie, l'honneur et le droit » a été repeint sur le mur de la brigade, mais en dessous, en plus petites lettres, quelqu'un avait ajouté, avec les yeux ouverts. Ce soir-là, à la maison, Stéphane était assis sur le porche avec Sandrine. Les jumelles lisaient ensemble à l'intérieur. Le soleil descendait bas, projetant de longues ombres silencieuses sur la rue. « Tu ne prendras vraiment pas le poste » a demandé doucement Sandrine. Stéphane a secoué la tête. « Je ne veux pas m'asseoir à leur table. Je veux m'assurer que la table reste ouverte pour tout le monde. » Elle a souri, posant sa main sur la sienne. « Tu as changé les choses, Stéphane. » Il a regardé vers l'horizon où les lumières de la ville scintillaient faiblement. « Non, » a-t-il dit. « Ce sont elles qui l'ont fait. » La nuit s'est doucement installée sur la maison des Dubois, emportant avec elle le genre de silence qui ne venait pas de la peur, mais d'une paix durement gagnée. Et dans ce silence, le monde semblait un peu moins aveugle. Un an plus tard, la ville ne portait plus l'écho des protestations, des slogans ou des sirènes hurlantes. Villeneuve-sur-Lot avait trouvé quelque chose de plus rare. Un silence qui n'était pas du déni, mais de la réflexion. Le sommet national pour la justice des mineurs à Paris remplissait le grand auditorium de cette énergie agitée qui précède toujours le changement. Les sièges étaient occupés par des étudiants, des éducateurs, des militants et des parents de tout le pays, des gens qui étaient venus non pas pour assister à une tragédie mais pour comprendre la résilience. Sur scène, la famille Dubois était assise ensemble, Stéphane dans son costume sombre, Sandrine à ses côtés, et les jumelles, Manon et Chloé, posées derrière le podium. Les organisateurs de l'événement avaient invité Stéphane à prendre la parole, mais il avait décliné. « C'est leur histoire maintenant », leur avait-il dit. Quand Manon s'est avancée vers le microphone, la salle s'est tue. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur, qui a fait un petit signe de tête. Puis elle a regardé la mère de visage, certains pleins d'espoir, d'autres méfiants, tous attendants. « Je m'appelle Manon Dubois », a-t-elle commencé. Il y a un an, ma sœur et moi n'étions que deux enfants qui rentraient de l'école. Nous ne savions pas que nos visages se retrouveraient sur les écrans ou que notre douleur se transformerait en hashtag. Nous n'avons pas demandé ça. Sa voix n'a pas vacillé. Elle portait la force de chaque nuit blanche, de chaque murmure au tribunal, de chaque larme transformée en courage.
Nous ne voulons pas être des symboles, a-t-elle dit simplement. Nous voulons juste vivre sans peur. L'air dans la salle a changé. Dense, immobile, respectueux. Les appareils photo ont cessé de cliquer. Les gens se sont penchés en avant comme s'ils avaient peur de respirer trop fort. Elle a continué, mon père nous disait que la justice ne consiste pas à crier plus fort que l'autre camp. Elle consiste à refuser de se taire quand quelqu'un vous dit de le faire. Quand elle s'est reculée, le silence qui a suivi n'était pas du vide. C'était le son d'un millier de personnes réalisant qu'elles avaient plus à apprendre. Puis, lentement, les applaudissements ont commencé. Doux d'abord, puis montant jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Stéphane n'a pas applaudi. Il a juste regardé ses filles debout sous ce projecteur, ses yeux brillants de quelque chose de plus profond que la fierté, la reconnaissance. Elles n'étaient plus seulement ses filles. Elles étaient la prochaine voix d'un pays qui apprenait à écouter. Après le discours, un homme s'est approché de Stéphane alors que la foule se dispersait. Il était d'âge moyen, vêtu de vêtements de travail. Un petit badge accroché à sa poitrine l'identifiait comme un conducteur de bus municipal. Ses mains étaient rudes, sa voix basse. « Monsieur Dubois », a-t-il dit en serrant la main de Stéphane. « Je voulais vous remercier. Grâce à vous, mon fils m'a enfin raconté ce qui lui est arrivé l'année dernière. Il avait trop peur de dire quoi que ce soit avant. » Stéphane a croisé son regard. « Vous ne me devez aucun remerciement. Continuez simplement à l'écouter. C'est là que ça commence. » L'homme a hoché la tête, les larmes aux yeux, et s'est éloigné. Ce soir-là, les Dubois sont rentrés chez eux, dans la même maison modeste au coin de la rue des Lilas, la même rue où tout avait commencé. Le monde avait changé, mais le craquement des marches du porche, le bourdonnement du lampadaire, l'odeur de la cuisine de Sandrine, ces choses-là sont restées. Stéphane a accroché sa veste de costume sur la chaise et a descendu le couloir. Les jumelles étaient dans le salon, des papiers étalés, des crayons de couleur éparpillés partout. Il a souri. « Vous n'êtes pas encore fatigué ?» Manon a levé les yeux. « On travaille sur quelque chose pour le collège. » Il s'est approché. Sur le papier devant elle se trouvait un dessin simple, un microphone croisé avec un crayon, entouré de rayons de lumière. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. Chloé a souri. « C'est un nouveau logo pour le club justice de notre collège. » Stéphane a haussé un sourcil. « Vous avez créé un club ?» Manon a haussé les épaules avec une fausse innocence. « En quelque sorte. Ça s'appelle Et la voix compte. On collecte des histoires. Des enfants qui racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, les choses que les adultes oublient de demander. » Il s'est agenouillé à côté d'elle, sa voix douce. « Et comment allez-vous appeler cette œuvre ?» Chloé a regardé sa sœur. Puis elle a souri et a dit, plus de silence. Plus jamais. Stéphane a fixé les mots écrits sous leur dessin, le crayon et le microphone formant une croix entre la vérité et le courage. Dans le silence qui a suivi, il a senti quelque chose changer en lui. Une pièce qui n'effaçait pas la douleur, mais qui la rendait digne d'être rappelée. Il a réalisé que ce n'était pas une fin. C'était un héritage. Plus tard dans la nuit, après que les filles soient allées se coucher, Stéphane est sorti sur le porche. La ville était immobile, les mêmes lampadaires brûlants, le même vent frôlant les arbres. Mais le silence semblait différent maintenant. Pas lourd, pas solitaire, juste plein. Il a levé les yeux vers le ciel sombre et a dit doucement, « La justice ne commence pas dans un tribunal. Elle commence quand un enfant ose dire « assez ». Il est resté là un long moment, écoutant le faible bourdonnement du monde se reconstruisant, une voix à la fois. Et si vous passiez devant cette maison de la rue des Lilas, vous verriez la faible lueur d'une affiche collée à la fenêtre. Manuscrite, simple, vivante, voix inaudible. Racontez votre histoire. Parce que certaines tempêtes ne se terminent pas par le tonnerre. Elles se terminent par la vérité. Et dans le calme qui suit, le monde apprend enfin à écouter.